Bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui est organisé par le Club Algo, accueilli par l'Institut des Actuaires. Je suis heureux d'ailleurs d'abord d'accueillir les étudiants qui ont choisi de participer à ce challenge qui va donc se dérouler du 28 novembre au 12 décembre, mais aussi tous les membres de l'Institut qui ont trouvé que ce sujet était suffisamment intéressant pour qu'ils viennent se former là-dessus. Tout d'abord, je me présente, donc Jean-Claude Razafinakoto, je travaille chez SCORE en tant que Data Analytics Advocate. J'ai un super métier parce qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir à la fois faire du Python et du R. Je vais pouvoir vous parler de ça tout à l'heure, mais je voulais aussi signaler que j'ai aussi deux certifications en tant que Scrum Master et Product Owner. Et donc, à ce titre-là, en tant que Data Analytics Advocate, je peux être Scrum Master sur des projets actuariels ou je peux aider aussi en tant que coach la plupart du temps Python. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie Ramos pour nous parler un peu du Club Algo. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Merci Jean-Claude. Vous êtes très très nombreux ce soir. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. Donc je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Nathalie Ramos, actuaire et data scientist. J'anime le club Algo de l'Institut depuis maintenant 6 ans. Déjà. Donc, nous sommes à peu près une quinzaine de membres actifs. On essaye de se réunir une fois par mois. Alors, ça dépend de l'actualité. Des fois, ça peut être un petit peu plus et des fois un petit peu moins, par exemple l'été. L'objectif, l'idée du Club Algo, c'est vraiment l'objectif principal, c'est d'échanger entre nous. Afin de nous perfectionner sur des sujets sur lesquels on a envie d'en savoir plus ou de découvrir ou de connaître mieux. Il n'y a pas de sujet imposé, chacun vient avec ses idées, ses réflexions et on échange entre nous. Alors, le Club Algo est ouvert à tous, que vous soyez actuaire ou non actuaire. D'ailleurs, le club est composé de membres actuaires et non actuaires comme la formation Data Science pour l'assurance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, car le club en fait a été initié à la continuité de cette formation en 2016. Et on a aussi d'ailleurs parmi nos membres une start-up qui nous accompagne depuis toutes ces années. Et l'idée, c'est vraiment d'appliquer dans le secteur de l'assurance, c'est vraiment l'assurance actuariat, c'est notre axe, et de développer des algorithmes dans ce contexte. Voilà, on a fait pas mal d'événements, beaucoup d'études, que ce soit l'étude Kaggle, on a animé pas mal d'ateliers data science. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite page publicitaire. Nous serons à l'atelier 100% data science l'après-midi à 15h, où je présenterai à nouveau cette slide. Et on va beaucoup plus, pendant presque 45 minutes, vous expliquer vraiment plus en détail tout ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que vous serez aussi nombreux que ce soir. Je ne sais pas si la salle sera assez grande. Voilà en gros ce que je voulais dire. Donc je vais repasser la parole à Jean-Claude et ses outils de data visualisation. Merci Jean-Claude. Merci Nathalie. Oui, pour réappuyer sur le fait que le club est ouvert, je ne suis pas actuaire et je suis membre du club Algo. Et donc, j'ai le plaisir d'organiser avec Nathalie ce Challenge DataVis qui est donc en sa deuxième édition cette année. Un agenda qui est très simple. Je vais faire une petite introduction pour définir un peu ce que c'est qu'une visualisation de données efficiente. Je vais faire des zooms sur quelques outils et puis je vais essayer de vous montrer ça en pratique. Alors, je vais à la fois parler de Python et parler de R, donc ça permet de ne pas avoir de guerre pour savoir quel est le meilleur. La réponse pour moi est très simple, il n'y en a pas.
Il faut choisir l'outil adapté. Deuxième point important aussi, les exemples que je vais présenter seront relativement simples parce que le temps est très raccourci. Je vais essayer quand même de vous proposer un parcours des ressources possibles pour que vous puissiez aller un peu plus loin. Donc sans plus attendre, hein, on va passer à ce que c'est que la visualisation de données efficiente. D'abord, visualisation de données, pour donner une définition possible, hein, donc je vais choisir celle-là. C'est une discipline qui consiste à mettre en forme de manière lisible et ergonomique un ensemble de données brutes par l'intermédiaire de graphiques et de tableaux, de calculs, etc., dans le but d'éclairer et de mettre en évidence des informations en apparence complexes noyées dans une grande quantité de paramètres. Bon, là, j'ai donné une définition très longue. Je vais vous la faire très simple avec ce schéma-là. Vous partez de données brutes, vous faites vos traitements, vous faites vos extractions, vos transformations de données pour pouvoir extraire des informations pertinentes. Et la partie data visualisation, c'est pour ça que j'ai mis ici communication, ça fait partie de la communication. Pourquoi communication et aussi d'aide à la décision, puisque la data visualisation, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour à la fois communiquer et un support d'aide à la décision. Il y a des sujets qui sont connexes, que je ne vais pas aborder ici, mais sur lesquels je vais peut-être faire quelques zooms. Il y a le sujet connexe de quels sont les meilleurs choix de représentation quand on fait de la data visualisation. Donc ça, je vais faire un petit zoom rapidement là-dessus. Il y a aussi la question des... Bon, là, je crois que c'est une mauvaise traduction. Ça serait les bonnes pratiques en visualisation de données, donc best practice, comme on dit en anglais, en bon français peut-être. Et puis, il y a ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire comment bien raconter des histoires sur la partie à données. Mais ça, ce sont des sujets qui sont connexes, qui sont aussi importants. Mais moi, je vais me concentrer plus sur la partie outils. Donc là, on a posé le sujet en disant, voilà ce que c'est que quand on parle de visualisation de données. Ensuite, parlons de la partie efficiente, qui est en fait ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Donc, on va se poser quand même quelques contraintes. Hein. Donc, j'ai dit R ou Python. On ne va pas parler de JavaScript, par exemple, même si derrière certains outils R et Python, il y aura du JavaScript, mais ça sera masqué. Et on va parler d'outils où c'est tout basé sur du code uniquement. Donc, je ne vais pas parler de tableaux, Power BI. Il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais je vais m'intéresser qu'aux outils qui sont basés sur R et Python, donc sur du code. J'ai choisi ici 3 critères pour définir ce que c'est que ça peut être l'efficience quand on fait la visualisation de données. J'ai mis un petit astérix, comme dans les bons contrats d'assurance où on dit que c'est écrit un tout petit qu'il faut bien lire. En fait, vous pouvez tout à fait rajouter plein d'autres critères, mais ça va dépendre de la culture de votre équipe, de votre organisation. Moi, j'ai choisi de prendre ces 3 critères, qui est la transition aisée d'un prototype à une application production ready. Pourquoi? Notamment parce que là, je m'adresse d'abord à des étudiants qui sont dans une situation de challenge, mais c'est vrai en fait aussi en situation professionnelle habituelle. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir en fait écrire un code qui soit, où vous êtes dans une situation où vous explorez, vous faites du prototypage, et puis finalement, il faut que ce soit facile de passer de ce code-là d'exploration à quelque chose qui soit dans une situation de production. Deuxième critère, il faut que ce soit facile, ou en tout cas relativement aisé, de passer de graphes statiques vers des graphes qui sont interactifs. En fait, le but du jeu, ça sera de dire, j'ai une collection de graphes, et ensuite, de ces graphes, j'aimerais pouvoir en fait créer une application qu'on va appeler tout simplement dashboard ou tableau de bord, qui comportera à la fois des graphes statiques et des graphes interactifs. Et point très important qu'il faut bien aborder ici, qui va plus nous concerner en tant que professionnels, c'est il faut choisir en fait des outils pour lesquels l'écosystème est robuste. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait, même si on utilise des outils open source, il faut penser qu'il peut-être qu'il y a un super commercial possible auquel on pourrait avoir recours, ou en tout cas qu'il n'y ait pas que quelques personnes qui font le développement et la maintenance de votre outil open source, et que potentiellement il puisse y avoir quand même des entreprises derrière dont c'est le métier. Et aussi une forte communauté open source, puisque là, on va parler essentiellement d'outils open source basés sur R et Python. Donc, est-ce que à ce stade, je vais m'arrêter 2 secondes pour voir s'il y a des questions. Et je vais passer
à un slide ici qui est aussi important pour moi, qui est dans la continuité de ce que je viens de dire tout à l'heure sur les critères d'efficience. Hein. Il y a, on va dire, quelques recommandations, peut-être observations générales. Hein. C'est, en tout cas, je parle ici pour les étudiants, mais je pense que c'est vrai aussi pour les professionnels, même si c'est trivial ce que je vais raconter là. Restez avec un seul langage. Ne mélangez pas les langages. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, la data visualisation dont on va parler, c'est en fait, il faut juste que vous appuyez sur vos compétences R ou Python. Si vous êtes très fort en R, bon, restez avec l'écosystème R. Si vous êtes très fort en Python, restez avec l'écosystème Python. Plus tard, vous aurez l'occasion de mélanger les deux. Soyez pragmatique et simple. Tout simplement, il ne faut pas céder aux sirènes de l'exotisme. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est, encore une fois, on est en train de parler de communication, donc il faut que le message que vous voulez faire passer passe. C'est moins important comment dire, votre affinité pour tel type de graphique et que vous préférez, vous avez telle préférence, ça c'est moins important que de choisir la bonne représentation compte tenu des données que vous avez et aussi du message que vous voulez faire passer. Je me répète, mais il faut que vous puissiez vous appuyer sur un écosystème et une communauté, mais plutôt celle dans laquelle vous évoluez, c'est-à-dire dans votre équipe, quand on parle de challenge, dans votre équipe aussi quand vous êtes professionnel et dans votre organisation. C'est-à-dire que si vous êtes très fort en Python, mais que l'ensemble de vos collègues sont plutôt R, écoutez, désolé, mais il va falloir passer au R, et inversement. Point important, n'hésitez pas à copier, parce que vous allez voir que finalement, moi, quand j'ai préparé cette présentation, je me suis appuyé sur beaucoup d'exemples. C'est aussi une autre manière d'apprendre. Et point important pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, hein, intégrer la visualisation dans votre processus global d'analyse, puisqu'en fait, la visualisation doit être présente finalement depuis l'exploration des données. C'est-à-dire que quand vous commencez à récupérer un jeu de données, vous allez explorer quelle tête ça a, faire un certain nombre de statistiques. C'est toujours bien de pouvoir avoir cet outil-là à disposition pour faire l'exploration de données, sachant que, en général, ce que vous aurez fait à ce stade-là, vous allez pouvoir les réutiliser quand vous allez, par exemple, publier un rapport, un tableau de bord. Donc, voilà. On va passer un peu, on va dire, le cœur de notre sujet, qui est un zoom. Je vais zoomer sur quelques outils. Je ne vais pas pouvoir tout parcourir parce que l'écosystème est très large. Mais d'abord, je vais m'arrêter sur le point que je citais tout à l'heure, sur le bon choix, le choix pertinent plutôt des représentations. C'est-à-dire, à partir de la donnée, comment est-ce que, compte tenu de la donnée que j'ai, quelle est la représentation, la visualisation la plus appropriée. Donc ici, c'est juste un schéma pour une espèce d'arbre de décision, pour pouvoir s'y retrouver facilement, mais je vais vous montrer un site qui est très bien fait, qui est d'ailleurs, qui a été proposé par le formateur qui nous a proposé une formation sur la data vis lorsqu'on a lancé la première édition l'année dernière de la formation. Donc, ici, ce site-là, en fait, il vous permet de vous dire, c'est compte tenu, il y a plusieurs façons de voir les choix de visualisation. Donc, par exemple, si l'ensemble de vos variables sont numériques et que vous voulez, par exemple, représenter des distributions, vous pouvez choisir un histogramme quand vous avez une seule variable, des densités. Ça peut être, si vous avez quelques points et deux variables numériques, vous pouvez utiliser le boxplot, Violin plot, etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'en profite pour répondre à la question, pour dire, je vois qu'on nous pose la question si les slides sont en disposition, bien évidemment. Donc, voilà, ça, c'est, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est un point assez important aussi que vous ayez en tête, c'est le message, c'est ça qui est important. Et donc, il faut quand même pouvoir prendre le temps de dire qu'est-ce que je veux représenter et est-ce que je choisis la bonne représentation. Donc voilà, donc si je récapitule, si on prend juste cet exemple-là de forme d'arbre de décision, si vous voulez représenter une distribution, donc c'est-à-dire des variables numériques, donc vous avez plusieurs choix, vous allez pouvoir des histogrammes, vous pouvez aussi utiliser les nuages de points, ça c'est possible. Mais si vous avez des relations, des corrélations par exemple, évidemment le même nuage de points peut être intéressant quand vous avez plusieurs variables, deux variables, et après, vous pouvez utiliser un nuage de points en utilisant aussi
la taille des bulles quand vous avez plus que 2 variables. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas que donc il y a aussi la question des comparaisons que vous avez ici comme type de représentation. Et un bon critère aussi qui permet de dire si un outil de visualisation est bon ou pas, c'est que vous pouvez avoir la possibilité de composer plusieurs types de graphiques, plusieurs façons de faire. Donc là, vous voyez ici qu'on peut empiler, par exemple, je n'ai pas le mot en français, les bar charts où vous pouvez faire des empilements, les camemberts, etc., etc. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, avant de faire un peu plus de détails sur chacun des outils que je vais présenter, que je vais sélectionner, bon, là, je vais parler de choses qui sont peut-être évidentes pour ceux qui ont l'habitude d'évoluer dans l'écosystème R et Python. Hein. En fait, il y a des incontournables. Tout d'abord, des incontournables dont je ne vais pas traiter ici, mais qui, malgré tout, il faut savoir que ce sont des incontournables. Hein. Tableau et Power BI, malgré tout, quand vous voulez faire quelque chose qui n'utilisez pas de code, ça reste incontournable. Maintenant, donc je vais évoluer de la droite vers la gauche. Et dans R, le monde est très simple. Vous utilisez ggplot et Shiny. C'est à peu près, là, vous n'avez aucune chance de vous tromper. Et puis, de toute façon, grosso modo, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça reste ce qui est le plus incontournable. Ensuite, les choses se compliquent un petit peu plus pour Python. Mais mine de rien, finalement, on a quand même deux, on va dire, il y a un gros incontournable qui est Matplotlib, qui est vraiment la librairie de référence pour tout ce qui est, pour toute la partie visualisation de données. Et après, vous avez plein d'autres librairies qui sont basées sur Matplotlib. Et je vais par exemple vous parler rapidement de Seaborn, qui est plus dédié à la partie statistique. Et après, il y a tout ce qui est basé sur JavaScript. Même si vous allez écrire du code Python, ça sera in fine transformé en JavaScript pour que vous voyez la partie, on va dire, interactive. Donc, il y a presque un incontournable dans le monde Python, c'est Plotly. Donc voilà, sachant que Plotly présente un avantage, c'est que vous pouvez à la fois écrire du Plotly en utilisant du Python et du R, mais comme vous voyez ici, quand on regarde les stars, les étoiles GitHub, on utilise quand même beaucoup plus Plotly dans le monde Python que dans le monde R, puisque R a la chance d'avoir ggplot2 et Shiny. Voilà. Je vais avancer, mais je ne sais pas s'il y a des questions, je les prends volontiers. Peut-être, Jean-Claude, excuse-moi, peut-être rappeler que les questions peuvent être posées dans la petite fenêtre que vous avez discutée. Vous voyez, il y a une petite fenêtre où il est indiqué discuter. Vous pouvez poser vos questions directement sur cette fenêtre, sur ce chat. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie, pour ça. Alors, je mets ici un peu de révision, mais c'est juste pour vous dire que le vocabulaire que vous allez voir quand je vais faire des démos, vous allez les retrouver. Donc, tout simplement, rien de révolutionnaire. Hein. Quand on crée un graphique, vous avez des axes. Vous avez aussi les étiquettes, donc des labels. Vous avez des légendes, vous avez un titre. Et puis après, vous pouvez jouer aussi sur les axes, mais vous pouvez jouer aussi sur le type de forme. Donc là, par exemple, ce qu'on appelle marqueur dans le jargon, donc ça peut être des points, comme ça peut être des croix, comme ça peut être des triangles, etc. Et puis après, les graphiques eux-mêmes, le type de graphique, ça peut être des barres, ça peut être des lignes, etc. etc. Ça, c'est juste un petit rappel rapide, parce que ça, on verra ça dans les syntaxes, par exemple, dans la manière dont on va présenter la façon dont on construit un des graphes. Là, je vais tomber sur l'incontournable dans le monde R, donc c'est ggplot2 et Shiny. En termes d'efficience, vous avez des 3+ partout, hein, ça veut dire que ça coche toutes les cases. Hein. Il est très facile, en fait, de prototyper et de passer à quelque chose de ce que j'appelle prêt à être en production, dans le monde R, quand on utilise ggplot et Shiny, parce qu'en fait, vous démarrez dans votre prototypage dans R Markdown et vous écrivez du Plotly, du ggplot, ggplot2,
Et ensuite, en fait, c'est très simple aussi de basculer directement en utilisant Shiny. Ensuite, la partie est-ce qu'on peut passer de graphes statiques vers des graphes interactifs? ggplot2, on peut avoir des extensions qui permettent, qui permettent d'avoir de l'animation de l'interactivité sur ggplot2, donc ça je vous montrer des exemples. Mais encore une fois, on peut aussi utiliser directement Shiny, intégrer ggplot2 dans Shiny, et ça nous donne quelque chose qui ressemble à des dashboards. Et l'écosystème est très robuste, puisque en fait, ggplot2, Shiny, tout ça, ce sont des produits commerciaux qui sont supportés par une entreprise qui s'appelle Posit, qui avant s'appelait RStudio. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, la communauté open source derrière tous ces produits-là, enfin, ces librairies est très, très, très importante. Je fais une petite pause ici, juste pour répondre à une question sur Power BI. Oui, dans le challenge DataVis, on n'autorise que R et Python, et donc tout ce qui va être, on va dire, no code n'est pas autorisé. Voilà, rapidement, là-dessus. Alors, pour Python, là évidemment, on peut faire plusieurs choix. Donc, donc là, c'est essentiellement tirer l'expérience, plus aussi le fait qu'il y a la partie écosystème. Moi, je conseillerais vivement de rester sur Plotly, et sachant que vous pouvez très bien aussi intégrer Plotly dans Jupyter. Il y a beaucoup de choix en fait possibles dans Python. Donc, mais je dirais que ça, c'est un choix sur lequel on peut, sur lequel on va cocher aussi toutes les cases sur les 3 critères là, que j'énumère. Hein. Donc, quand vous êtes en phase de prototypage, donc, typiquement, c'est la situation quand on fait un challenge, mais ça peut être aussi la situation quand on explore des données, quand on n'a pas encore trop d'idées sur ce qu'on souhaite développer comme modèle, parce qu'on ne connaît pas très bien les données. Vous prenez Jupyter, vous créez des notebooks, et puis vous utilisez par exemple Pandas dans le monde Python, et vous couplez ça avec Plotly. Il y a une sous-librairie de Plotly qui s'appelle Plotly Express, et c'est très facile de créer des graphes avec ça. Et ensuite, en fait, tout ce code-là, vous pouvez l'intégrer dans une librairie qui s'appelle Dash, et pour créer en fait une application web Dash. La transition de graphes statiques vers des graphes interactifs, c'est aisé, puisque de toute façon, à partir du moment où Plotly est basé sur, génère en fait du JavaScript derrière, finalement, tout est interactif. Et ça, on va pouvoir le montrer ici, dans les exemples. Et l'écosystème aussi, pareil, est robuste. C'est comme RStudio, hein, même si Plotly est à la base open source, il y a, si nécessaire, si vous avez besoin, il peut y avoir du support commercial, puisque derrière Plotly, il y a une entreprise qui s'appelle Plotly, tout simplement. Bon, juste un exemple, mais même si ce n'est pas représentatif complètement de la force de la communauté open source, hein, il y a au moins 17 630 personnes qui aiment Plotly. Quand on regarde ici le nombre d'étoiles qui ont été décernées dans GitHub, il y a beaucoup plus de monde que ça qui utilise Plotly. Mais c'est juste une certaine façon de mesurer la popularité de librairie. Voilà, et puis là, il y a une référence vers, par exemple, le forum qui y a derrière Plotly. Donc, vous pouvez poser des questions, et c'est beaucoup mieux que Stack Overflow parce que vous avez tout dédié à Plotly. Voilà. Je vais passer à la partie démonstration, sauf s'il y a des questions. Non, pas de questions. OK. Ah oui, en plus, il y aura un petit bonus. Donc là, on va faire un petit, très rapidement sur ggplot, ggplot2. Hein, donc, ggplot2, c'est quelque chose de très puissant, puisqu'en fait, à la base, il faut comprendre que derrière, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué à traduire en français, mais une grammaire de grammar graphics. L'idée, en fait, c'est que vous pouvez composer votre graphique avec 3 éléments principaux. D'accord ? Qui sont, vous avez une donnée, et ensuite, vous avez besoin de ce qu'on va appeler ce qu'ils appellent geoms dans le langage de ggplot2, mais finalement, ce sont les marqueurs, ce que nous, on va appeler marqueurs, hein, donc les points, des bulles, etc. etc. Et ensuite, il faut rajouter juste un système de coordonnées, donc en fait, en gros, une grille, et donc à partir
enfin une grille avec des points, etc. Et donc, à partir de là, vous avez en fait un graphique. D'accord. Et dans la partie géom, enfin, qui s'appelle géom, la partie géométrique, en fait, c'est là-dedans que vous allez pouvoir dire ce qu'ils appellent esthétiques. Vous pouvez choisir quelle variable va représenter la taille de la bulle, quelle variable va représenter les couleurs, etc. etc. Okay. Donc, je fais une petite pause ici. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre. Hein. La question dit « Quid des règles de visualisation des données de Jacques Bertin et de Édouard Tufte ?» J'ai envie de dire... Bon, ma réponse, ça sera tout simplement, ce n'est pas quelque chose que j'aborde ici, mais évidemment, les règles qui sont... Enfin, je ne connais pas Jacques Bertin, mais au moins pour Édouard Tufte, c'est une très bonne référence. Donc, ça c'est plus... Là, moi, je m'adresse plutôt à la partie... je réponds plutôt à la question dans la diversité des outils qui existent, lesquels il faudrait choisir. Je ne sais pas forcément de répondre... Je ne vais pas répondre à la question quelle est la meilleure façon de créer un graphique. Donc, je sais que ça peut être frustrant, mais c'est la seule réponse que je peux donner parce que ce n'est pas mon sujet, en fait, ici. Donc, d'ailleurs, la personne répond elle-même à sa propre question. Mais vraiment, j'insiste, si vous voulez savoir quelle est la meilleure façon de faire d'analyse, etc., effectivement, vous allez lire Jacques Bertin, vous allez lire Édouard Tufte, mais ce n'est pas mon propos ici. Et oui, c'est dommage, mais ce n'est pas le sujet. Et donc là, là, il y a les références, évidemment, c'est d'aller directement sur le site ggplot ici de Tidyverse. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on a quelques possibilités d'étendre ggplot2 pour pouvoir avoir une partie interactive. Donc, avant de passer à Python, je vais juste ouvrir RStudio. Donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est aussi bête que d'ouvrir, en fait, j'ai créé un Markdown, donc je vais dans RStudio, je crée un nouveau file, un nouveau fichier, pardon, et pardon, je vais y arriver. Bon, je vais finir par y arriver. Hein. Et là, je fais R Markdown, par exemple, ici. D'accord ? Pour ceux qui ne sont pas... et donc, en fait, je vais créer mon document. C'est comme un notebook classique qu'on trouverait Jupyter, mais c'est la façon qu'on a ici. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Hein, comme ça sera plus rapide. En fait, tout ce code-là, finalement, ça ressemble beaucoup à ce que vous allez faire quand vous allez être en situation d'exploration de données et aussi de production d'analyse. Donc, vous importez vos librairies, vous chargez votre donnée. Donc, ici, c'est une donnée qui existe déjà. Vous faites une première exploration, vous lisez les premières lignes. Voilà à quoi ressemble le jeu de données. Vous faites un petit comment on appelle ça en français, une petite description, stade descriptive, hein, simplement. Donc là, je vais faire l'import des librairies, je vais faire l'import de la donnée. Donc là, effectivement, j'ai déjà le résultat. Donc voilà, c'est les premières lignes. Hein. Et puis, je vais pouvoir extraire, en fait, faire une stade descriptive. Hein. Donc là, on n'a que des variables numériques, plus là, on a des variables tout type, c'est une variable catégorielle. Et donc, ça vous donne ça directement. Puis après, ici, on va créer... donc là, je crée en fait je vais donner le résultat après. Je crée en fait un graphe avec du ggplot basique. Donc là, je vais vous montrer le résultat que ça donne ici. Donc, je vais commenter en fait. Donc là, c'est pour revenir en fait sur la manière dont ça s'est composé. Hein. Vous avez le dataset qui est Iris, et ensuite vous avez la partie en fait esthétique. En fait, dans les axes X et Y, vous avez la longueur des sépales et la largeur des sépales, et puis ensuite vous utilisez les variétés pour colorer les points. D'accord ? Et ensuite, quand je dis geom point, ça veut dire que j'ai choisi une représentation en termes de points. Je peux aussi choisir une représentation de barres, donc ça sera geom bar, etc. Ok, donc là, j'ai créé, donc là, je me suis planté, mais en fait, je vais créer deux
deux objets graphiques à partir du même dataset. Et en fait, ce que je veux obtenir, hein, tout simplement, c'est de me dire, en fait, j'ai envie d'avoir les deux objets graphiques dans une grille. Et ensuite, je vais aussi avoir de l'interactivité. Donc, je vais utiliser en fait ici deux librairies qu'on va revoir ici dans mon code. Donc, la librairie cowplot, ça c'est pour la partie grille. Et la librairie giraffe, c'est pour introduire l'interactivité. Donc, rappel, hein, donc, si je le refais. Ici, GeoPoint, c'est vraiment juste, je fais un nuage de points. OK, j'ai une légende ici, j'ai des axes, etc. Mais c'est vraiment un pur graphe, on va dire, classique, très statique. Et là ici, donc j'ai déjà la partie, j'ai une grille avec deux graphes. Donc ça, c'est plot grid, graphe 1, graphe 2. Donc après, ça, c'est plus les histoires de gestion de la manière dont on fait un rendu ici dans ma page. Et après, on a Giraffe, donc comment on appelle ça, la librairie qui me permet en fait d'avoir la partie un peu interactive. C'est-à-dire que si je pointe sur ce point-là, en fait, j'ai l'axe poids et je ne sais plus exactement ce que c'est cette. Enfin, j'ai deux axes x, y qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Hein, donc, ça veut dire que est-ce que ce point-là qui représente une crisseur impériale, où est-ce qu'il se situe quand je regarde dans le graphe 1 avec les deux axes, certains axes, et par rapport à l'autre graphe quand il est dans l'autre avec deux axes. En fait, si on essaie de revenir sur un exemple assurantiel, on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas moi, vous regardez en fait la mortalité, en tout cas une certaine sinistralité, par exemple, sur l'axe âge, sexe, et puis un autre axe, ça sera le poids et puis, comment on appelle ça, la tension artérielle. Voilà, ça sera ça en fait qu'on pourra regarder, si je fais une transposition dans un cadre assurantiel. D'accord? Donc là, ici, j'ai démontré le fait qu'on peut passer finalement assez facilement d'une écriture ici. Alors, donc, je vais le démontrer là. Hein. Donc là, si je reprends le même axe, le même type de graphique, on a bien des points. Donc là, on a GeoPoint ici. Et en fait, donc, on prend bien le dataset MT-Cars. Et ici, vous voyez que la librairie Giraffe, vous avez juste à rajouter ce petit underscore interactive et vous écrivez exactement la même chose que si j'avais eu un graphe statique. Et vous rajoutez juste ce qu'on appelle le tooltip. Hein. Le tooltip, en fait, c'est juste le petit texte qui s'affiche quand je passe au-dessus d'un point. Voilà. Ça, c'est la partie interactive. Donc, vous voyez, une librairie qui se compose avec ggplot2. Vous avez le mot-clé interactif ici et vous avez exactement la même syntaxe. Donc, le passage de l'un à l'autre est extrêmement facile. Voilà. Donc là, c'est pour R. Donc là, je n'ai pas trop montré Shiny, mais ça, en fait, je vais vous montrer quelles sont les ressources possibles. Sur Python, on peut avoir aussi une certaine façon de choisir, même si je vous ai dit tout à l'heure que je ferai plutôt un choix où on va pousser plus Plotly. Mais malgré tout, on a quand même une manière de décider. Donc, par exemple, si vous aimez beaucoup la syntaxe chez Gplot2, il y a une librairie Python qui explique parfaitement, assez bien cette syntaxe-là, qui s'appelle Plotline. L'un des inconvénients de cette librairie, c'est qu'elle est encore relativement, elle est pas encore assez robuste en termes d'écosystème, mais vous pouvez vraiment l'essayer, je peux le conseiller. Altair, j'en parle pas trop parce qu'en fait, on est presque dans le monde JavaScript, puisque derrière Altair, il y a ce qu'on appelle une spécification de type JavaScript qui est dans un écosystème qui s'appelle Vega ou VegaLite. Donc ça, c'est sauf si vous aimez les aventures un peu exotiques, je vous déconseille. Mais ça reste une librairie qui est tout aussi intéressante si vous voulez faire de l'interactivité et que vous vous dites, bon, de toute façon, moi, j'écris en Python, j'écris en
en R, j'écris aussi en Julia, j'écris enfin n'importe quel langage que vous voulez. Bah oui, effectivement, l'écosystème Vega, Vega-Lite est peut-être fait pour. Ensuite, un autre axe de décision, c'est est-ce que vous voulez juste créer un seul plot une fois ou pas le suivant? Donc oui, voilà, si la réponse est oui, bon, bah, Matplotlib est assez indiqué. En fait, je vais sauter pour aller sur Seaborn, puisqu'en fait, Seaborn est relié à Matplotlib, qui s'appuie sur Matplotlib. L'avantage de Seaborn, c'est que c'est quand même plus facile quand on vient du monde statistique de l'actuariat que Matplotlib, et qui est quand même au départ fait pour de la visualisation scientifique au sens très générique. Mais imaginons que vous faites du Pandas pour toute votre exploration de données, pour tout ce qui est analyse des données, et que vous voulez juste faire des graphiques très rapides. En fait, vous pouvez juste rester avec Pandas et vous avez ce qu'on appelle un back-end, c'est-à-dire un moteur de graphique qui peut être Matplotlib, mais qui peut être aussi Plotly. Ça, c'est un exemple qu'on va regarder rapidement. Et après, là, ils mettent ici Dash. Donc là, bon, c'est l'auteur qui a décidé qu'on pouvait choisir pour l'interactivité. Moi, je recommanderais plutôt d'aller vers Dash, donc Plotly et Dash, si vous voulez vraiment faire des applications web, parce qu'il y a un écosystème qui est quand même assez mûr. Donc voilà. Donc on va passer par la démo quand même pour que ça ne soit pas trop théorique pour vous. Ce que j'ai fait, je ne sais pas si ça soit bien. Donc c'est plus moi qui ai un petit souci. Donc là, Matplotlib, donc je vais juste montrer que ça. Donc là, tout ça, on peut le faire dans Jupyter. Donc je lance tout ça. Donc voilà, vous avez une syntaxe qui n'est pas forcément qui est plus proche de ce qu'on ferait, mais qui est assez différente de ce qu'on ferait si on avait du ggplot, mais on a quand même quelque chose qui se comprend bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez ce qu'on appelle des sous-subplots, parce que de cette manière-là, en fait, vous pourrez créer plusieurs graphiques. Après, vous définissez là, c'est AX, c'est pour axe. Donc, vos axes, en fait, vous avez ici un histogramme. Et après, cet histogramme-là, vous avez des bins, 8 bins, et puis ensuite, vous avez vos limites pour les X et les Y, etc. Donc, ça vous rend simple. C'est pas tellement sexy, mais ça fait le job. Ensuite, rentrons sur une librairie qui toujours s'appuie sur Matplotlib, donc une librairie qui s'appelle Seaborn. Et là, vous avez aussi, c'est très bien documenté. Donc là, j'ai déjà fait l'exemple. Hein. Donc là, c'est un exemple où en fait, ça vous montre aussi que ça s'intègre très bien dans votre analyse de données. Hein. Donc là, on importe la librairie. Vous pouvez choisir un thème et un style. Là, on va charger la donnée. Donc la donnée ici, en l'occurrence, c'est juste le dataset Penguin, enfin Penguins. Donc j'essaie de voir ce que c'est. Donc je fais un df.info, hein, tout simplement. Donc je sais qu'il y a species, island. En fait, ce sont les deux variables catégorielles, hein, parce qu'en fait, ça définit les espèces et ça définit les îles sur lesquelles ces pingouins vivent. Puis après, vous avez 4 autres variables quantitatives. Hein, voilà. Et puis le sexe, pareil, c'est quelque chose qui est mâle ou femelle, donc c'est des trucs catégoriels. Et puis vous pouvez explorer votre dataset comme ça. Puis, je ne vais pas tout faire. Ça serait une présentation à part entière d'utiliser Pandas aussi, pareil. Donc, vous regardez les premières lignes, vous pouvez un bref descriptif, là, ça sera que les variables numériques, mais on peut aussi des options pour qu'on voit les variables catégorielles. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus facile à lire aussi. On a une syntaxe qui s'appuie sur une API de plus haut niveau que ce qu'on ferait en Matplotlib. Donc là, en fait, on dit Seaborn, et puis on lui dit, en fait, moi, je veux faire des graphiques qui sont des graphiques qui vont représenter des distributions. Donc, c'est pour ça que vous avez le mot-clé 10 comme distribution et plot. Donc, on a la donnée, df, ici qui est donc le dataset, et ensuite on spécifie tout simplement, on a juste besoin de spécifier la variable, donc la longueur du flipper, et ici, comme en fait, pourquoi on a besoin de cette variable à call, par exemple, hero,
c'est parce qu'en fait, on va créer en fait, une grille dans laquelle on va décomposer ces histogrammes selon les espèces et selon, oui, et selon les sexes. Donc, en fait, on va avoir une matrice en fait, d'histogrammes. Hein. Donc, on a les espèces qui sont Adélie, Chinchra, Pekentu, et ensuite, selon le sexe mâle ou femelle. Voilà, donc, rien de très compliqué, mais ce qui est important pour moi de montrer, c'est que là, vous avez vous avez un jeu de données, vous avez Jupyter, en fait, vous faites votre sélection de données. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'après, si c'est ça qui va être la base, donc là je parle plus aux professionnels, si c'est ça qui va être la base de votre vos futurs scripts, bon, finalement vous allez pouvoir juste exporter, faites télécharger au format et ensuite vous faites Python et du coup vous récupérez votre script. Dernière façon, dernière démo dans le monde Python, donc on va utiliser Plotly, donc notamment la librairie Plotly Express, hein, qui en fait propose une API d'assez haut niveau. Donc je l'importe, pareil, je vais prendre un jeu de données qui existe déjà, donc le fameux jeu de données Iris. Pareil, je fais un df info, je fais head pour avoir les premières lignes, et puis après, là, on est plus explicite comparé à Seaborn par rapport à Seaborn sur le type de graphique que je veux, c'est là, je veux un scatterplot, c'est-à-dire un nuage de points. Et donc, pareil, il faut que je spécifie la donnée, ce que j'ai en X et ce que j'ai en Y. Et après je peux dire qu'est-ce que je veux en termes de. Qu'est-ce que j'utilise comme variable pour définir des couleurs, parce que comme ça me fait différencier les points que je vais avoir. Et puis la taille. Si je veux avoir des bulles, c'est pareil. Donc, en fait, j'ai X et Y, mais ensuite, je rajoute la dimension couleur, la dimension taille. Et ensuite, il y a la partie qui va être interactive, qui est le hover, c'est-à-dire comme tout à l'heure qu'on avait un tooltip. Donc là, plutôt que de parler, c'est plus facile. Donc là, vous voyez qu'on avait à la fois la dimension X, Y ici. On a utilisé simplement une représentation, une forme qui est les points. Et après, on va jouer à la fois sur les couleurs et la taille, pouvoir dire, voilà, en fait, on a des points qui se séparent relativement bien pour les espèces, c'est tout ça. Si on utilise la largeur et la longueur, par contre, c'est beaucoup moins clair pour versicolor et virginica. Donc, il faut quand même avoir la couleur pour pouvoir distinguer les deux. Parce que, bon, finalement, même en termes de taille de bulle, ce n'est pas forcément si clair que ça. Voilà. Et après, je parlais tout à l'heure il y a déjà de l'interactivité quand on utilise Plotly, mais on peut encore aller un peu plus loin pour se dire, tiens, j'ai fait ce graphique-là, mais je voudrais, par exemple, je ne sais pas moi, jouer sur la longueur la largeur. Donc, en fait, on peut faire ça aussi. Voilà, donc, juste, je reviens en arrière. Finalement, quand j'ai créé ce graphe-là, j'avais les X qui étaient la largeur et puis les Y c'était la longueur. Donc finalement, ce que j'ai besoin de rajouter, c'est jouer sur la largeur. D'accord? Et donc avoir ce qu'on appelle un slider, donc pouvoir faire varier les sliders. Bon, je vais vous montrer le code qu'il y a derrière. Donc c'est un code relativement simple, c'est pas celui-là. Si, donc il ne faut pas regarder la partie quarto ici, parce que ça va être bonus. Donc voilà, j'importe tout ce qu'il faut dans Dash. Hein, et regardez ici, finalement, ce que j'avais, le cœur du code, il est ici. Ça, c'est vraiment ce que j'avais montré tout à l'heure au début, quand on avait un graphe statique. Et après, ce qu'on veut faire, c'est, on a le slider ici, et en fait, le slider, il va être, on va dire, nourri par, finalement, on veut jouer sur la longueur, enfin sur la largeur, pardon, et c'est cette ligne-là. C'est vraiment quelque chose qui est assez simple, en fait. D'accord? Donc, en fait, je suis passé, vous voyez, bon, il faut un petit peu regarder en documentation de la librairie, enfin Dash, etc. Mais bon, finalement, il y a relativement peu de travail pour passer de j'ai un graphe statique, j'ai un graphe interactif qui est dans un notebook, vers finalement, je peux créer déjà quelque chose qui ressemble à une page HTML avec un peu d'interactivité. Et finalement, après, ce que je peux imaginer, c'est rajouter
rajouter, bah, je ne sais pas, d'autres graphiques, créer des pages, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour, pour cette partie-là Python. Et un petit bonus, qui est un petit nouveau, qui est tout à fait intéressant, qui est clairement, je ne vous recommande absolument pas pour le challenge, hein, clairement, parce que c'est trop nouveau, et même si derrière, on retrouve encore la société RStudio qui veut s'étendre au-delà de R. Mais je trouve que ça vaut la peine d'être testé parce que, par exemple, moi, j'aime bien RShiny, même si je fais beaucoup de Python, et je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont bonnes à prendre. Alors, donc là, la partie passer d'un prototype à quelque chose qui est production ready, enfin, j'ai fait quelques tests, on est plutôt bon là-dessus. Bon, bah, évidemment, la transition graph statique interactif, ça y est. Bon, il reste encore, mais ça, c'est plus le développement de la librairie. Et un peu comme RShiny et RMarkdown, hein, vous partez soit d'un notebook Jupyter ou de ce qui s'appelle un Quarto Markdown, et en fait, vous pouvez sortir des rapports, des articles, etc., des sites web, etc. Donc là, ce qui est intéressant ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, bah, il y a aussi tout l'outillage. Hein. Vous pouvez utiliser VS Code, vous pouvez utiliser RStudio et Jupyter. Je fais une petite pause parce que je vois qu'il y a une question pour Dash. Quand on change le code ou qu'on rajoute, ça actualise la page automatiquement. Oui, alors c'est juste une question toute simple. C'est ici. Effectivement, il faut juste que l'option ici debug soit égale à true. Et effectivement, là, si je fais une modification, mettons, j'ai n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, mettons que le range de valeurs, c'est 0,5 à 2. Bah, je ne sais pas, je vais faire, je sais pas, 20. Voilà, j'enregistre. Je vais enregistrer et normalement, non, je pense que je me suis un peu planté. Bah, normalement, effectivement, c'est le cas. C'est quand les modes debug est à true. Bah, quand je fais des modifications, bah, ça va être mis à jour. Donc, on n'aura pas besoin de relancer. Mais ça, c'est en mode debug. Il ne faut jamais faire ça en production. Donc voilà, donc je vais finir avec Quarto. Quarto, donc je m'étais arrêté à Dash ici, donc j'écris du Python. Et en fait, Quarto, je vais vous montrer qu'on peut à la fois faire du Python et du R du Python. Donc je me retrouve dans RStudio. Finalement, c'est pas très différent de quand je fais du R Markdown. Hein. Voilà, je vais faire donc je récupère un jeu de données qui s'appelle Air Quality, donc c'est la qualité de l'air. Hein. Enfin, ça, c'est la vision classique si j'utilise du Markdown. Par contre, finalement, ce que je peux faire, c'est que je peux faire le rendu en page HTML ici. J'espère que c'est bon. Ici, fermé. Et quand le rendu sera fait, bon, normalement, je l'ai déjà fait ici. Est-ce qu'il est quelque part? Oups, bon, ok, j'ai un petit peu de mal à cause de ceci. Tac, bon, je vais... Bon, je vais essayer de montrer Quarto, le résultat que ça donne. Voilà, le résultat, ça va me donner des mémoires. Ça va... Non, ça c'est plutôt Python, le résultat de Python. Attendez, je vais juste voir où est-ce que je vais avoir mon rendu. Bon, je vais juste passer à la partie Python. Donc la partie Python, en fait, ce que je vais avoir, une fois, je vais créer quelque chose qui va être dans un notebook, ou par exemple ici, dans un notebook qui c'est Quarto Markdown, hein, donc c'est quelque chose d'assez simple. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça me fait un rendu comme ceci, qui est quand même plus joli que si j'avais fait un Jupyter Notebook. Et l'avantage, c'est que j'ai à peu près la flexibilité que j'avais si j'étais en R. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt intéressant. Et
Donc, voilà. Et je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, effectivement, les slides seront disponibles. Et en fait, ce que je n'ai pas fait dans mon slide ici, c'est que je vais rajouter en fait toutes les pages de ressources que je vous ai montrées, mais parce que finalement, je n'ai pas inventé grand-chose. Hein. Je suis parti de tout ce qui existe. Hein. Vous avez ggplot2, vous avez un cheat sheet, c'est-à-dire un anti-sèche, hein, qui vous donne tout simplement comment on compose des graphiques. Voilà, on a des primitives. Hein. Donc, est-ce que vous avez une courbe, vous avez un polygone, un rectangle, etc. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour composer votre graphique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, hein? Donc, pareil, quand vous êtes intéressé à Plotly, finalement, Plotly, c'est très, très bien documenté, hein, puisque vous avez, si vous voulez avoir les différents graphiques, finalement, vous les avez ici. Et si vous savez sur, par exemple, comment construire un scatterplot, vous avez des exemples qui sont très, très bien faits. D'ailleurs, je les ai repris d'ici, hein, ce que je vous ai montré. Hein. Voilà comment on compose, par exemple, ici, des graphiques. C'est tout. Donc, vous avez juste à regarder les exemples, vous pouvez les recopier, puis jouer avec, et vous faites un aller-retour entre les exemples, et puis après, la partie, on va dire, un peu plus théorique, comment c'est construit. Et ça vous montre ici, parce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que en fait, le passage de Plotly, un graphe simple, à une application Dash est relativement simple. Bon, après, il faut quand même écrire un petit peu plus de code, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Donc voilà, et puis pour ceux qui sont intéressés par Quarto, même si c'est plus pour, il faut l'explorer, hein, vous avez la page Quarto, ce qui est quand même qui est vraiment très très bien faite. Donc vous pouvez utiliser du Python, du R. Julia, ça c'est pour les gens qui sont aventureux, qui font aussi du code scientifique. Et ça c'est plus pour faire des vraies jolies visualisations observables. Mais bon, ça ne s'adresse pas au public qui est ici. Voilà, je vous remercie pour d'avoir assisté à cette présentation. Et s'il y a des questions, je suis encore assez ouvert pour y répondre. Merci Jean-Claude, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, donc il y a eu des questions sur les règles, l'organisation du concours. Vous aurez tout, je pense, à partir du 28. Le lancement du concours, c'est le 29. Donc, vous aurez les étudiants auront toutes les instructions. Et nous prévoyons le lendemain également, Jean-Claude et moi-même serons présents pour vous expliquer les règles en direct lors d'une conférence où vous pourrez poser toutes vos questions sur l'organisation du concours. Toutes les questions que vous aurez. Alors, on répondra pas à des questions techniques, hein, mais on répondra à toutes vos autres questions pour vous organiser, pour utiliser les outils, ce qu'il faudra rendre, quand, comment, etc. Tout à fait. Voilà, donc on peut attendre peut-être 30 secondes, voir s'il y a encore des questions. Sinon, en tout cas, merci pour votre intérêt. Merci vous avez été très, très nombreux ce soir. N'hésitez pas à venir nous voir à l'atelier 100% Data Science où nous présenterons les travaux du Club Algo à 15h. Ah, j'ai une question sur Power BI. Un avis général sur cette solution qui se développe rapidement sur le marché. Pour répondre de manière brève, c'est une très bonne solution. Tout autant que je dirais que Tableau, c'est une très bonne solution. Sur quel plan on peut comparer? Il y a au moins 2 critères sur lesquels vous allez vous regarder. C'est votre budget aussi. Après, en fait, ce sont 2 solutions qui sont tout à fait valables l'une que l'autre. Moi, j'aurais une préférence pour Tableau parce que c'est une solution qui est plutôt très puissante. La partie graphique est beaucoup plus jolie, mais bon, ça, c'est un point. Je connais bien les deux. Donc, c'est plutôt le budget, les objectifs de votre organisation qui vont driver si vous allez vers Power BI, voir Tableau.
faut avoir aussi en tête qu'il y a un coût d'apprentissage, même si c'est du no-code, entre Tableau Power BI. Mais moi, j'ai envie de dire, ça s'apprend plutôt facilement que l'un ou l'autre. Mais bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais bon, c'est un avis général qui n'engage que moi. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres solutions de ce type-là qui sont peut-être encore… Merci Olivier pour ta réponse. Merci Olivier. Power BI est très limité, oui, mais Tableau fait des choses qui sont vraiment excessivement, esthétiquement et même en termes de puissance de messages qui sont… Mais bon, le coût de Power BI est quand même plus limité par rapport à Tableau, donc ça peut freiner les organisations, par exemple, pour mettre à disposition Tableau. Mais il y a beaucoup d'autres solutions aussi. Au-delà de il y a beaucoup de solutions qu'on appelle serverless BI. Hein, donc, mais ça, effectivement, il faut pouvoir les mettre en place, il faut pouvoir coder. Donc, je pense par exemple à un super outil qui s'appelle Superset, Apache Superset. Et vous pouvez avoir une version cloud managée qui s'appelle Preset. Mais bon, je dirais, c'est pas pour tout le monde. Donc, je dirais pour la majorité des organisations, on restera peut-être sur du Power BI, sur du Tableau, éventuellement sur une solution qui s'appelle Looker, mais je crois que Looker commence à être un petit peu dépassé pour des raisons techniques. Voilà. Très bien, je pense qu'on peut arrêter, si tu es OK, Jean-Claude. Très bien, écoutez, encore une fois, merci à tous. Et puis, pour les étudiants, au plaisir de vous retrouver. Et puis, pour tout le monde, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.